Bonjour et bienvenue sur le podcast La légèreté des lettres, le podcast d'une professeure de français passionnée, au menu bien-être, créativité et plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de ma réflexion sur le fait d'être enseignant sans se sentir noyé. Alors avant de commencer, je voudrais faire un rappel important et nécessaire sur le métier d'enseignant. Être prof, c'est pas seulement assurer 18 ou 20 heures de cours devant les élèves. Penser une telle chose, c'est soit faire preuve d'une ignorance totale, soit faire preuve de mauvaise foi. Ce raccourci est vraiment à milieu de la réalité du terrain. D'abord en termes de présence dans nos établissements, puisque quand on n'a pas cours, on reste rarement abayé aux corneilles. On a des rendez-vous, des réunions, des photocopies à faire, du plastifiage. Ces moments servent à échanger aussi avec les collègues, les enseignants, mais aussi les CPE, l'infirmière, psychologue scolaire. C'est le moment où on monte aussi des projets, où on propose des activités comme le club lecture ou des ateliers d'écriture, et j'en passe. Et attention au scoop, quand on est chez soi, ça ne s'arrête pas. Donc les collègues qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. Les copies à corriger, la préparation des évaluations, la préparation des cours, leur adaptation suivant les difficultés ou les profils de nos élèves, les appels téléphoniques aux parents, les séances de réflexion sur les plans de classe, les mails aux collègues, la veille pédagogique aussi, puisque régulièrement on cherche à se former pour être à la page concernant la pédagogie, notre matière et pour renouveler notre pratique. Bref, ça n'en finit pas. On a une charge mentale énorme et pesante, sans compter la charge affective dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, qui moi m'apaise beaucoup. On est les spectateurs de première ligne, des dysfonctionnements en tout genre, des souffrances sociales, familiales, psychologiques. Et c'est d'autant plus difficile que ça touche des enfants, des jeunes, qui expriment parfois leur souffrance ou leur mal-être au sein de nos classes. Voilà, donc c'est donc un métier où on pourrait ne jamais s'arrêter, on pourrait passer nos journées, nos nuits à créer, à réfléchir, à organiser, remanier, et ce serait toujours pas satisfaisant à 100%, parce qu'on travaille avec de l'humain, il n'y a rien de mathématique, de quantifiable, rien de parfaitement achevable. Quand on enseigne, il est compliqué de couper. Vous le savez comme moi, si vous enseignez, tout ça a des répercussions sur nos vies personnelles, sur nos familles, notre sommeil, nos interactions sociales, notre humeur et puis même notre santé. Alors une fois que j'ai posé tout ça, et me dire que faire pour ne pas être submergée. Alors je précise tout de suite que j'ai pas de solution miracle. J'ai moi-même très souvent tendu, j'ai le cerveau en ébullition et puis on va dire le cœur plus ou moins égratigné. Donc voilà, je suis comme tout le monde, il y a des périodes où c'est vraiment très compliqué, où je me sens noyée, impuissante et puis même voire complètement inutile. Et justement, je crois qu'il faut vraiment pouvoir en parler, partager autour de tout ça, comme le sujet de la maternité. Alors pour ma part, j'essaie vraiment de lâcher prise, pas forcément sur les choses à faire, parce que si on laisse traîner, on est vite débordé, c'est encore pire. Mais j'apprends à relativiser, à prendre du recul. Je crois vraiment qu'il faut être à l'écoute de ses besoins et surtout prendre la mesure de ce qui est de notre ressort ou pas. Donc j'émets une hypothèse qui n'engage que moi, mais je trouve que cette propension à toujours faire passer les autres avant soi, c'est très féminin, et notre profession étant essentiellement féminine, je crois pas que ce soit un hasard. Et il faut vraiment, à mon sens, se défaire du syndrome du sauveur qui nous pousse à vouloir aider, sauver les autres, nos élèves, nos familles, les familles, les sauver au détriment de nos propres besoins. Et tout ça... Il est possible que ça cache aussi un besoin de reconnaissance dont on manque cruellement, il faut le reconnaître. Or, j'espère ne blesser personne, mais je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi ? Pour qui est-ce qu'on enseigne ? Je pose cette question que je trouve vraiment en lien avec l'utilisation qui peut être faite des réseaux sociaux, que je fréquente beaucoup moi-même. Parfois, je me demande si certaines activités, certaines publications... sont vraiment destinés à servir pour faire réfléchir, pour avancer et donc travailler au mieux auprès de nos élèves. S'il n'y a pas un cruel besoin d'être reconnu, de briller, je laisse la question ouverte, à vous de voir ce que vous en faites. De manière générale, je crois qu'il nous faut être moins exigeants envers nous-mêmes. On nous en demande de plus en plus.
Et à un moment, c'est trop. Je rappelle qu'il y a longtemps, alors il faudrait que je retrouve la date, je suis désolée, j'ai pas cherché. Avant moi, avant que je sois une petite élève, un professeur de français pouvait faire son service avec 2 classes de 6e, 9 heures par classe. Voilà, il avait fait son service, ça fait réfléchir quand même. Donc pour ma part, cette année, j'ai 2 classes de 6e, 2 classes de 3e, 4 groupes d'AP et 4 groupes d'approfondissement et de soutien pour le même nombre d'heures face aux élèves. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Je peux difficilement faire autant que mes prédécesseurs, orthographe, grammaire, conjugaison, littérature, orale, histoire des arts, méthodologie, écriture, lecture, alors que j'ai moins d'heures, plus d'élèves et des élèves à besoins particuliers pour lesquels j'ai pas forcément reçu une formation suffisante. Donc déjà mathématiquement, le bateau tangue. C'est même pas un bateau, c'est une barque. Donc vraiment pour ma part, je garde tout ça à l'esprit, je ne suis pas une super héroïne, je n'ai pas de super pouvoir. Mes journées font 24 heures, j'ai une vie de famille, j'ai une vie personnelle en dehors du travail, donc hors des questions d'imposer un rythme et une énergie pour quelque chose qui est impossible de réaliser parfaitement. Donc il faut faire des choix, réfléchir à ce qu'on va prioriser, s'organiser de façon à ne pas se laisser noyer. Et puis, j'ose le dire, prendre plaisir, privilégier les séquences, les activités, les œuvres en français qui nous parlent, qui nous inspirent et dans lesquelles on se sent à l'aise. Et donc aussi mettre nos talents, nos capacités au service de nos cours. En ce qui me concerne, c'est la créativité, les petits bricolages, la calligraphie. Ça peut être aussi le théâtre, le chant, le sport, bref. Mettre de soi dans son enseignement, c'est aussi une façon de travailler autrement, d'être plus en accord avec soi-même. Je parlais tout à l'heure de l'organisation du temps de travail. Alors évidemment, ça dépend de la vie de chacun. On n'a pas tous les mêmes contraintes, mais je pense que, en tout cas pour moi, j'essaye de travailler au maximum dans l'établissement. Je dédie des plages horaires aux corrections, aux préparations. Tout ça, c'est inscrit dans mon emploi du temps. Dans les trous, par exemple, je mets correction du cahier d'écrivain, etc. De la même façon, on peut établir des séances de travail à la maison. Et même, alors je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord, moi ça me rassure beaucoup, je me prépare des séances de travail pendant les vacances, à voir selon les disponibilités, selon les enfants, c'est pas évident de concilier les deux. Bon, financièrement, c'est pas non plus simple de faire garder les enfants pour travailler, mais voilà, quand c'est possible, pouvoir s'octroyer des séances de travail consacrées vraiment à ce qu'on peut faire et mettre tout ça dans son emploi du temps. Ce que je fais parfois aussi, c'est que j'affiche dans la cuisine la plus grosse partie du travail que j'ai à faire avec une estimation du temps. Alors, je fais ça surtout dans les périodes chargées. Voilà, sur cette affiche, j'ai par exemple j'ai une dizaine de choses que je dois faire et en face, combien d'heures ça va me prendre. Alors des fois c'est 10 heures, 15 heures, ce qui permet à mon conjoint de voir, de constater la charge de travail que j'ai et puis de s'organiser pour pouvoir garder les enfants pendant que je vais pouvoir vraiment être focus sur le travail que j'ai à faire. Je discutais récemment avec des collègues du droit à la déconnexion également, que je trouve très très importante. Alors moi je l'ai découvert depuis cette année et ça me fait un bien fou. En fait sur Pronote, j'ai configuré de façon à n'être joignable qu'à certains moments de la journée ou même de la semaine. Donc j'ai paramétré un message automatique qui donne mes horaires de disponibilité. Donc là moi j'ai mis que avant 8h et après 20h, c'est pas possible de me joindre, pas pendant les week-ends non plus, pendant les vacances non plus, et pas quand je suis en arrêt. Donc à partir de là, tout est paramétré pour que si les gens m'écrivent, alors quand je dis les gens, c'est vraiment tout le monde, les élèves, les parents, les collègues, la hiérarchie, qui que ce soit, m'envoie un message sur Pronote, il va recevoir ce message automatique qui indique que je ne suis pas disponible et qui indique également mes horaires. Et vraiment, je trouve ça hyper reposant et ça me permet à moi, si j'ai envie d'aller voir ma boîte mail, mais de pas, ma boîte Pronote, mais de pas forcément répondre. Et ça indique aussi aux gens que j'ai une vie et que je suis pas au service comme ça pour répondre dès qu'on m'envoie un message. Et au sujet de la déconnexion, je reviens au réseau que j'évoquais tout à l'heure, parce que je reçois souvent des messages qui me
qui me titillent, qui me font réfléchir sur tout ça. Si les réseaux sociaux ne servent qu'à se comparer et qu'à complexer, vraiment il faut savoir couper, ou au moins avoir à l'esprit que ce qui est montré c'est qu'un petit bout du réel, c'est qu'un morceau de ce qui est fait en classe, ou pire parfois. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, prendre chez les collègues ce qui peut nous nourrir, ce qui va enrichir notre pratique, et puis c'est tout en fait, parce que si c'est pour complexer, se sentir mal, vraiment, ça n'a pas lieu d'être, c'est déjà très compliqué au quotidien. Si on se rajoute cette pression, cette comparaison qui est vraiment qui a des effets néfastes, je trouve ça vraiment dommage, et je vous encourage à faire attention à ça. Je parlais tout à l'heure aussi du syndrome du sauveur, et c'est vrai qu'on est confronté à des situations parfois difficiles, et on voudrait pouvoir tout régler, tout sauver nos élèves. Mais là aussi, en fait, il faut accepter, alors je suis la première à trouver ça difficile, il faut accepter de ne pas pouvoir tout régler, c'est impossible. C'est au-delà de nos capacités. On peut faire ce qui est de notre ressort, mais les miracles, il faut oublier, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas régler tous les problèmes de société, de famille, etc. Donc il faut raison garder, et je répète, on n'est pas des super-héros. Donc faire de notre mieux, écouter, tendre la main, signaler, mais on peut pas sauver, et on peut pas faire des miracles. J'en viens aussi au fameux non. J'ai appris ça. Il y a plein de choses que je vous dis, je m'en suis rendu compte que récemment, j'ai mis en place récemment des choses pour éviter de me noyer. Et apprendre à dire non, oh là là, ça fait un bien fou. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, moi la première. D'abord, en fonction des établissements, de la hiérarchie, des collègues qu'on a, c'est pas forcément évident. Mais aussi en fonction de notre personnalité, dire non, ça va pas forcément de soi. Et pourtant, ça permet de se dire oui à soi-même, de respirer un peu, de concentrer notre énergie sur certaines choses. Alors on pourrait par exemple dire non à la charge de professeur principal, non à certaines missions non obligatoires, non à des projets, non à certaines réunions. On ne peut pas être sur tous les fronts à hauteur égale. Moi récemment, donc, j'ai dit non au groupe phare, vous savez, au sujet du harcèlement. Je m'étais inscrite à une formation que j'ai trouvée intéressante, même s'il y avait des choses qui m'ont heurté un peu. Et ce qui m'a poussée à dire non, c'est j'ai entendu, parce qu'on faisait les remarques qu'on n'avait pas d'heures libérées pour faire cette mission d'enseignants investis à l'écoute des élèves, vous savez, pour les sessions d'écoute dans le cadre de phare. Et on n'avait pas d'heure, et on n'était pas rémunéré. Et puis la dame qui intervenait a sorti d'un coup comme ça, oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et j'ai trouvé ça hyper méprisant, et pas étonnant finalement. C'est comme un dû. On doit donner plus tout le temps, de notre temps, gratuitement, pour le bien des élèves. Alors évidemment qu'il faut qu'on s'occupe des enfants, mais cette façon de nous demander d'être au service de tous tout le temps, en faisant une croix sur qui on est, je trouve ça quand même assez révoltant. Enfin, moi, ça m'a sidérée. Alors, je vous dis pas tout, mais il y a eu d'autres paroles que j'ai trouvées hyper méprisantes pour nous, et qui m'a fait dire non. Donc, mes élèves, je les écoute aux récréations. Je choisis des moments pour faire au mieux, en tant que professeur principal, puis en tant que professeur tout court, ma porte est toujours ouverte. Et puis j'essaye de travailler avec mes collègues, mais là sur ce point-là, sur cette action-là, je me suis retirée du projet, et je suis contente de l'avoir fait. Je viens à parler aussi de la solitude qui peut être pesante. On est seul face à nos élèves, ou seul avec nos élèves. Et voilà, une fois que la porte est fermée, on est tout seul, et ensuite on rentre chez nous. Et je trouve que ça manque, et ça peut être pesant. Alors surtout si on a un fonctionnement qui sort un peu des sentiers battus. Alors moi je punis pas, je n'exclus pas, je mets pas d'heure de colle. Et je sais que parfois c'est... Alors moins maintenant. Mais
voilà, ça amuse, on n'est pas pris au sérieux. Tu fais du ludique avec les petits sourires en coin. Voilà, c'est un peu douloureux parfois de sentir qu'on est un peu à côté. Alors que voilà, ça serait bien de pouvoir échanger, partager, s'ouvrir à des collègues qui ont la même façon de travailler ou pas d'ailleurs, hein, mais au moins qu'ils soient pas dans le jugement, qu'on puisse échanger vraiment. Moi, je rêverais de ça, d'avoir des temps où on peut échanger sur nos pratiques, vraiment avec un regard bienveillant, voire même voilà, de venir dans le cours des uns des autres, ça serait super intéressant, je trouve. Donc, au moins trouver une ou deux personnes, un ou deux collègues dans l'établissement avec qui partager des choses en toute confiance. Et puis, bon, là c'est un peu mon dada, soigner la relation avec les élèves et leurs familles. Vraiment, je crois que c'est ce qui peut aider aussi, c'est la base qui fait que notre quotidien se passe bien. Soigner la relation avec nos élèves, expliciter au maximum les consignes, les attendus, écouter leurs besoins, pratiquer la CNV, la communication non violente, communiquer sans juger et essayer de trouver des solutions gagnant-gagnant. Et c'est aussi le cas pour les familles. Je trouve que ce serait peut-être l'objet d'un autre podcast. Je ne sais pas si j'ai les compétences, mais pour moi c'est tellement important. Il y a quelque chose là à travailler, le lien entre les enseignants et les familles. Il y a un mur entre les deux. Et pour me trouver de l'autre côté en tant que maman depuis plusieurs années maintenant, je me rends compte à quel point, je dis un mur ou un fossé, à quel point ce fossé est profond. Et je trouve ça tellement dommage. Il y a tellement de choses à faire si on était tous ensemble, si on entourait vraiment nos enfants au mieux. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire là. Et une fois quand on communique vraiment, sincèrement avec la famille, qu'on écoute, qu'on essaye de comprendre, parce qu'on est vite dans le jugement. Les parents, ils rentrent tard, ils s'occupent pas des devoirs, ils mettent leurs enfants devant la télé, ils leur achètent un téléphone portable, ils ont même pas de chaussures de sport. Et en fait, on connaît pas la vie des familles. Et quand on connaît, parfois on comprend, on arrive à peut-être justement à être soutenant, à avoir un autre regard. Et je trouve vraiment qu'on aurait tout ça à gagner à communiquer davantage, à travailler vraiment ensemble. Donc au moins, en tout cas, en attendant cette époque qui viendra peut-être un jour où nous travaillerons tous main dans la main, au moins être bienveillant aussi avec les familles, être à leur écoute et essayer de ne pas juger, d'être le plus neutre possible et en tout cas communiquer au maximum régulièrement et toujours avec l'optique d'aider au mieux l'élève. J'en viens aux cours eux-mêmes, parce que je lis parfois des collègues qui sont gênés de reprendre des cours anciens, qui veulent absolument faire du neuf, et je comprends pas vraiment en fait, parce que un cours déjà fait, c'est une base qu'on va améliorer. Moi je trouve ça super intéressant justement de se lancer dans une séquence et puis de la reprendre l'année d'après ou 2 ans plus tard. On va peut-être rentrer dans cette œuvre d'une façon différente, la travailler de façon peut-être plus approfondie ou trouver un angle d'attaque différent. Pourquoi vouloir toujours faire du nouveau, de l'extraordinaire, du jamais vu ? Un jour j'ai lu ça, j'ai lu cette activité, on la voit partout. Et alors, c'est qui ce on ? C'est certainement pas les élèves, hein. Encore une fois, c'est sur eux qu'il faut se focaliser. Le jeu de Uno grammatical que j'ai créé il y a plusieurs années maintenant, ce jeu il a toujours du succès, même chez les élèves qui m'ont eu en cours les années précédentes. L'innovation, c'est pas une obligation, il faut être modeste et rester au plus proche des besoins de nos élèves. Je suis la première à passer du temps à créer de jolis documents, mais j'ai aussi à l'esprit qu'une simple feuille et des stylos, ça peut très bien servir à une activité qui sera tout aussi pertinente que une autre activité pour laquelle j'aurais mis des heures à travailler. Donc ça permet au bout de quelques années d'avoir déjà que des séquences prêtes, et puis on va les reprendre, on va les améliorer, pas besoin de forcément toujours vouloir faire du neuf. Parce que Dieu sait que quand on crée quelque chose de nouveau, ça prend un temps fou, et ça met aussi une certaine pression. Donc je pense qu'on peut reprendre des choses déjà existantes. Je passe un peu du coq à l'âne, je viens de penser aussi également aux arrêts et aux absences.
C'est un sujet qui nous tombe souvent dessus, les profs absents. Et moi-même, j'ai longtemps culpabilisé, hein. Même quand j'étais enceinte de ma première, j'ai été mise en arrêt. Donc j'avais 1 heure de route. C'était l'hiver. Et bon, j'avais des soucis de santé qui font que mon médecin m'a arrêtée. Et j'ai culpabilisé. C'était horrible, tellement horrible que je me connectais tous les jours sur le logiciel de l'établissement pour savoir ce que mes élèves étudiaient, s'il y en a qui étaient punis. C'était horrible. Et une fois, je suis allée au collège pour remettre un papier, je sais plus. J'ai croisé sur le parking un de mes élèves et je savais qu'il avait fait des bêtises. Je l'ai pourri. Je l'ai grondé comme si je le suivais encore. Je pensais qu'à ça, quoi. Mes élèves. Alors pourquoi je suis pas là? Je devrais être là. Je me dis, mais c'est fou quand même. Elle est enceinte, quoi. Alors que j'aurais dû me concentrer sur autre chose. Et voilà, on est vite pris dans tout ça. Et ouais, encore une fois, c'est très féminin, je crois. Culpabiliser alors qu'on est malade. Mais on n'a rien fait de mal, quoi. Moi, alors, la période du Covid, là, c'était vraiment l'année horrible de ma carrière, mais vraiment horrible. J'ai vraiment beaucoup souffert. Alors, moi, j'étais malade, les enfants étaient malades. Quand ils étaient pas malades, eh bien, c'était l'école qui m'appelait parce qu'il y avait un enfant qui avait les symptômes du Covid, donc il fallait faire les tests. Donc, hop, je quittais le travail en toute hâte. J'allais prendre mes enfants, les faire tester à la pharmacie. C'était insupportable et physiquement, c'était horrible. Et pourtant, je culpabilisais. Alors, vraiment, je me le rappelle à moi-même, être coupable, c'est qu'on en a fait quelque chose de mal. Être malade, c'est pas faire quelque chose de mal. Soigner ses enfants, c'est pas faire quelque chose de mal. Donc, il faut vraiment essayer de se remettre à ça. Et moi, c'est pour ça que j'aurais dû tout couper, en fait. Vraiment, on est en arrêt, on coupe. On n'a pas à communiquer, on n'a pas à répondre aux questions, aux messages. On est en arrêt, donc on arrête, en fait. Là, cette année, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé cet été tout un dossier de travail. Et comme ça, quand je suis absente, parce que ce que je faisais avant, c'est que même si j'étais malade et que j'étais par terre à vomir, j'essayais de trouver, de passer un peu de temps à monter une activité pour pouvoir envoyer à la vie scolaire, qu'ils impriment et hop, que mes élèves puissent avoir du travail. Et ça me stressait. Donc là, ce que je fais, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, hein, je vous dis ce qui moi me rassure. Ce que je fais maintenant, depuis cette année, j'ai fait tout un dossier de travail, il est sur le blog si jamais ça vous intéresse, pour les petits et pour les grands. Et donc il y a tout un fichier de travail qui est déjà prêt, et si jamais je suis absente, hop, ils vont en études, et puis ils sortent ce petit dossier, et ils travaillent. Donc ça veut dire que quand je suis absente, hop, le travail est déjà donné, donc ils ne ratent pas d'heures de cours, puisqu'ils ratent pas vraiment, puisqu'ils ont du travail à faire. Et en plus, ce fichier, il est corrigé, donc la correction elle est disponible. Donc ils peuvent avoir la correction de ce qu'ils ont fait. Et moi, ensuite, je récupère, je vois un peu le travail qu'ils ont fait, j'évalue ou pas. Bon, en général, non, mais au moins, ils sont occupés et j'embête pas la vie scolaire et ça me stresse pas et personne va normalement m'embêter. Donc ça me rassure vraiment, cette mise en place de ce petit dossier de travail-là. Et mais même s'il n'y avait pas, de toute façon, on est en arrêt, on est en arrêt, on arrête. On n'a pas à culpabiliser et on n'a pas à nous embêter là-dessus non plus. Donc, si on est arrêté, c'est qu'on a une bonne raison. Ça, je trouve que c'est une vraie réflexion à mener. Vous voyez que je suis en plein dedans aussi. On culpabilise d'être absent, c'est fou ça. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'une petite chose. C'est vraiment un petit truc du quotidien, mais moi j'adore. Qui permet de passer des journées un peu plus... d'arriver à la maison avec une petite touche de positif. Vous savez que le cerveau, il est programmé pour ne retenir que le négatif. Alors moi, je pratique les 3 kiffs du jour. Moi, je pense, vous connaissez peut-être cette méthode, mais je l'applique vraiment que pour le travail. Et j'enjoins mes élèves à le faire aussi. Et donc, c'est-à-dire que toute la journée, j'essaye de grappiller, de retenir les bons moments que j'ai passés, les bonnes choses qui se sont déroulées dans la journée. Alors, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous le voyez parce que je fais quasiment tous les soirs. Je partage avec
avec les collègues sur Instagram sous forme d'un petit template et j'aime bien lire ce que les collègues écrivent aussi. Alors des fois c'est dur, hein. Des fois on a passé des journées horribles avec des élèves insupportables, il y a des pannes techniques, des collègues pas sympas, la hiérarchie qui nous fait des remarques, bref, vous connaissez autant que moi ces journées toutes pourries là. Et mais quand même, on peut essayer de trouver 3 kiffs dans la journée. Ça peut être des toutes petites choses, hein. Moi juste des fois des élèves très compliqués, un élève timide qui lève la main, un élève qui vient vous parler à la fin du cours, un enfant qui a réussi son évaluation, des fois c'est juste un élève qui sourit, juste ça des fois, ça y est, j'ai réussi à le faire sourire, c'est une petite victoire, enfin, c'est le début d'autre chose parfois aussi. Et c'est cette petite, ce rituel me permet moi d'adopter une attitude positive. J'aime beaucoup et du coup je la décline aussi avec la porte-bonheur. Donc ça j'ai du mal cette année à le faire, il faut que je reprenne de façon plus assidue. Là c'est pour mes élèves, mais c'est le même principe en fait. Quand je les observe, quand je travaille avec eux, j'essaye chaque semaine de retenir ce qui s'est bien passé et ensuite je l'affiche sur ma porte bonheur. Donc ça peut être des remarques individuelles, ça peut être aussi des remarques comme je travaille en îlot sur l'îlot de Kylian a bien réussi l'activité, Sébastien a lu un texte qui nous a émus, vous voyez ce genre de choses, et je l'affiche sur la porte et les élèves sont contents de voir leur nom sur cette porte. Et je crois aussi que pour supporter un peu tout ça, ne pas se laisser engluer dans la morosité, dans la difficulté, on peut aussi réfléchir à des changements de mission, changement de niveau, changement d'endroit, peut-être aussi se former pour peut-être, avoir une certification de théâtre, ce genre de choses, pour changer de quotidien, avoir une autre façon, une autre expérience, une autre façon de travailler. Alors moi, j'avoue que je suis un peu frileuse sur tout ça, parce que j'aime bien, je ressens pas forcément le besoin de changer, mais là, juste ça, c'est un tout petit truc, mais je me dis que là, vous savez, depuis plusieurs années, j'enseigne au niveau 6e et 3e, et je me dis, peut-être je pourrais changer, reprendre des 5e ou des 4e, ça me ferait un petit challenge, rien que ça, changer de niveau, ça challenge un petit peu, j'aime bien. Donc je pense que c'est une réflexion à mener aussi sur votre quotidien, la façon dont vous pouvez voir le métier, changer toujours en restant dans l'enseignement, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de différent dans ce métier. Je pense que c'est une réflexion à avoir aussi pour pouvoir changer, avoir de nouvelles missions, un nouveau challenge. Voilà, ce podcast touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois vraiment ce qu'il faudra retenir, c'est l'importance de communiquer, d'échanger entre nous à propos de la charge mentale et affective dont je parlais tout à l'heure. Je crois vraiment profondément au bienfait de ces échanges que je peux avoir notamment sur Instagram avec certaines d'entre vous qui sont vraiment soutenantes et que je remercie parce que voilà, on est moins seul, on sait que d'autres partagent la même expérience et je crois que c'est important d'échanger autour de tout ça. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.